Sous-commission imaginaire, acteurs, organes et usagers. Donc les 4 rapports qui ont été produits dans cette sous-commission, c'est moi qui les ai produits. Le débat sur le Conseil supérieur de la magistrature, sur le Conseil constitutionnel et les autres instances, hormis la sous-commission ou bien les autres sous-commissions, il y a eu des débats essentiels qui ont été repris dans le rapport des assises. Et ces débats-là, c'est moi qui les ai rapportés au niveau de la commission scientifique. Il faudrait qu'on précise une chose. J'ai dit qu'au niveau des débats, dans les sous-commissions, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rappelé d'ailleurs, la position des magistrats, la position des organisations de la société civile, la position des universitaires, c'était des débats houleux, où les magistrats ont dit noir sur blanc, Birahim écrivait que nous ne sommes pas d'accord, en tout cas les magistrats qui étaient là-bas, que nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait une ouverture. Ça, c'est le débat au niveau des commissions, qui ont été rapportés, peut-être, on n'a pas le même rapport, c'est à la page 43 et non 44, qui ont été rapportés, ces débats, qui ont été rapportés au niveau de la page 43. Le débat en tant que tel. Mais les assisards ont une obligation de faire des recommandations. Et quand on fait des recommandations, c'est une générosité à l'endroit du destinataire. C'est pourquoi je dis, eux, ils ont tranché le débat. Et j'ai renvoyé aux pages 53, 52 et 53. Sur la question de l'ouverture, ils ont recommandé l'ouverture. Les assises ont recommandé l'ouverture. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas transporté le débat, ou bien transposé le débat sur le désaccord qui a existé entre les acteurs. Ça a existé un désaccord. D'ailleurs, même dans les rapports que j'ai produits, j'ai dit les points d'accord, les points de désaccord, les points de consensus, les points non vidés. C'est comme ça que je transmettais mes rapports. Donc, je suis conscient qu'au moment des débats, bien sûr, c'est ça un dialogue, il faut que chacun dise son point de vue. Mais, allez-y dans les recommandations. Moi, je parle des recommandations. Les recommandations, en ce qui concerne l'ouverture, la recommandation 13, plus exactement, ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature, pages 52 et 53, sur l'ouverture, ils ont préconisé l'ouverture à la société civile. C'est une parenthèse d'ailleurs. C'est une parenthèse qu'ils ont mis, société civile, syndicats, universitaires, etc. Sur la question de la présence du président de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Et d'ailleurs, je me dis même que les assisards ont essayé de trouver un contournement, une voie de contournement. Si les magistrats ou bien le président de la République refusaient d'ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature, qu'on puisse se rattraper au niveau de la HAJ, de la Haute Autorité de la Justice, qui est une recommandation numéro 30. En réalité, la recommandation numéro 30, c'est un contournement pour permettre à ces instances en dehors de la justice d'avoir un regard sur le fonctionnement de la justice. Pour ma part, je l'ai toujours dit dans mes interventions publiques, pour ma part, je n'ai aucun problème que le président de la République reste au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Pour ma part, en tant qu'organisation civile, en tant que forum civil. Mais, j'ai rappelé tout à l'heure, il faut aider nos dirigeants à respecter leurs engagements. Si on commence à les trouver des points de oui, ou bien ni non, ça pose problème. Le ni oui, ni non ne doit plus prospérer au Sénégal. Il faut que les citoyens, les universitaires, les intellectuels, de façon générale, les organisations, aident les dirigeants à respecter les engagements. C'est là où je dis, dans le projet de la coalition Diomaye, ils ont pris l'engagement de sortir du Conseil supérieur de la magistrature. Aidons-les
à sortir du Conseil supérieur de la magistrature. D'autant plus que, mais on parle de 2 réformes. Mais il y a des réformes sur lesquelles tout le monde est d'accord. La suppression ou bien le redressement de la consultation à domicile. Tout le monde est d'accord. L'instauration de l'appel à candidature pour les magistrats d'occuper certains postes de responsabilité. Tout le monde est d'accord. Les points d'achoppement dans les débats sont ces points-là. Mais ça n'a pas empêché aux SSA de montrer la voie sur la base également de recommandations, comme je l'ai dit tout à l'heure. La question de l'autonomie budgétaire ça a été également proposé par le Conseil, par le rapport sur les assises. Les juridictions, le Conseil supérieur de la magistrature doivent disposer d'une autonomie budgétaire, mais assortie de la redevabilité. Moi, en tout cas, dans le travail que j'effectue en tant qu'organisation de la suivi qui travaille sur les bonnes gouvernances, je n'ai jamais vu un rapport d'enquête ou d'investigation sur les montants qu'on confère aux cours et tribunaux. Pas de rapport sur le Conseil constitutionnel, pas de rapport sur la Cour suprême, pas de rapport également sur le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, parmi les réformes qui ont été proposées également, il y a la question de la redevabilité. C'est ça qui a poussé tout à l'heure au professeur Babacar Gueye, à juste titre, de parler de l'opacité de la justice. Et cette opacité a été compensée par une recommandation de mettre en place une direction de l'information au service de la justice. C'est dans le rapport. Donc, toutes les questions fondamentalement ont été discutées en ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, la présence des organisations de la société civile, la présence des universitaires, Zainab, ce ne sont pas des présences de façade. Les organisations de la société civile ont une longue tradition de participer dans les travaux des instances du gouvernement. Nous, notre première promotion, je vais partir de ce qu'on a mis en place, le Conseil de régulation des marchés publiques. J'ai fait 10 ans au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Il y en a d'autres qui ont fait d'autres travaux dans d'autres instances étatiques et jamais ils n'ont mis sur la place publique ce qu'on appelle des secrets d'État. Mais ça ne les a pas empêchés de faire le travail de contrôle et de veille citoyen. C'est ça de la responsabilité. À quoi on invite aux magistrats? Je dis, aujourd'hui, on doit se focaliser sur l'effectif. C'est sur quoi j'ai commencé. On doit se focaliser sur l'effectif. On doit se focaliser sur les infrastructures. Les 250 milliards qu'on a annoncés pour 10 ans, qui permettraient d'avoir des palais de justice. Pour chaque palais de justice, on pourrait avoir 70 bureaux. Et 6 salles d'audience. Comment est-ce qu'on doit travailler aujourd'hui pour matérialiser, essayer de rapprocher le justiciable de sa justice à travers les infrastructures, mais également à travers la ressource humaine. Les avocats sont concentrés à Dakar. Donc, il ne faudrait pas qu'on dilue le débat sur la justice pour qu'on le concentre uniquement autour de la présence du président. Le président de la République doit nous aider à vider cette question et qu'on se concentre sur l'essentiel. Parce que la justice est gangrénée de pas mal de mots. Ce n'est pas pour rien que les assises ont proposé plus d'une vingtaine de recommandations. Et qui commencent depuis la police judiciaire jusqu'à la décision qui est rendue par le magistrat. Parce que la justice, ce n'est pas uniquement l'avocat, le magistrat. Non, ça commence dès l'officier de police judiciaire. De condition, mais c'est avant. Donc, la question de l'officier de police judiciaire, c'est un long débat. Mais uniquement et seulement la présence de magistrats, la présence des universitaires et également des organisations de la civile dilue cette intention d'avoir un gouvernement des juges. Je pense qu'on peut aller dans ce sens-là. Les réformes sont là. Aidons le gouvernement à y aller. Il y a pas mal de réformes également qui ont été proposées. Et je pense que voilà, le Sénégal ne s'en porterait que mieux. Merci beaucoup. Merci.
j'aborde cette question au moment opportun, parce qu'en réalité, tout à l'heure, quand je voulais revenir sur cette question cruciale de la présence ou non du président de la République, je voulais d'abord l'aborder par rapport au respect des promesses. Tout à l'heure, Mme Zeynab Khan a parlé de considérations éthiques et morales, ce qu'a appuyé M. Birahim Seck. Parce que ce sujet-là, on ne peut pas l'aborder sans pour autant relever la position de l'actuel président et de sa coalition, du moins les promesses qui ont été faites. Je pense qu'il y a eu une constance dans l'opposition. Les gens ont été constants et l'actuel président était constant là-dessus. Il disait que le président de la République devait sortir du Conseil supérieur. Cela pose cette question fondamentale du respect des promesses électorales. C'est une question fondamentale parce que les réformes dont nous parlons doivent être portées par des hommes qui doivent être attachés à des valeurs éthiques et morales. Dans l'article que j'ai fait il y a 9 ans sur le Conseil supérieur de la magistrature, à la fin de l'article, j'avais relevé qu'il fallait insister sur un point capital, que la réforme du Conseil supérieur ne sera possible que s'il y a une réelle volonté politique, seule capable de vaincre le statu quo. Il faut une volonté politique. La volonté politique, c'est quoi? C'est d'abord de voir l'intérêt général, mais avant tout de respecter la parole. Et de ce point de vue-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence à voir des reniements qui sont inquiétants. Personnellement, ma position sur le Conseil supérieur de la magistrature, sur la présence ou non du président, n'a jamais varié. J'ai toujours estimé que la question de la présence ou non du président n'était pas une question fondamentale. J'avais dit, au lieu d'être dans une logique d'exclusion, il fallait surtout être dans une logique d'ouverture. Le président, en tant qu'il est, au regard de la Constitution, le garant du fonctionnement régulier des institutions, il peut être présent. Mais il faut compléter, il faut qu'il y ait fondamentalement une réforme sur le fonctionnement du Conseil supérieur pour que la présence du président de la République ne soit que symbolique. Tout à l'heure, le professeur Badji parlait du Conseil supérieur de la magistrature français. Jusqu'en 2008, le président de la République était présent, mais c'était une présence symbolique parce qu'ils ont trouvé des modalités de fonctionnement qui font qu'ils ont instauré des procédures transparentes et inclusives dans le choix des magistrats. C'est ça qui est le plus important. Les assises, j'ai essayé de lire les assises, mais je n'ai pas vu les critères objectifs dans le choix des magistrats. Quels sont les critères? On a parlé de l'appel à candidature pour les chefs de juridiction. J'estime qu'il doit y avoir un appel de candidature pour tous les postes à pourvoir. Il faut des critères objectifs. Je l'avais écrit il y a je parlais de l'appel à candidature il y a 9 ans. Il faut des critères objectifs. Le Conseil supérieur que le président dit préparer avec son Premier ministre, et c'est une curiosité encore, la présence d'un Premier ministre dans le Conseil, dans la préparation du Conseil supérieur, c'est une curiosité quand même. Il n'y en a jamais eu d'avant. Le Premier ministre n'est ni membre du Conseil supérieur, il n'est pas associé à la préparation, et le président de la République du Sénégal n'a jamais été associé dans la préparation du Conseil. L'article 20 du décret
92-818 du 17 juin 92 relative au fonctionnement du Conseil supérieur dit que c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui doit préparer. Il se peut que dans le passé, c'est fort possible que le président ait parlé avec son garde des Sceaux. Mais que, je le répète, l'actuel président dise qu'il prépare depuis plus d'un mois un conseil, ça, c'est encore très inquiétant. Maintenant, je demeure convaincu que la présence du président de la République ne peut poser problème que s'il y a une procédure inclusive, une procédure transparente. Le Conseil supérieur de la magistrature doit se doter d'un secrétariat général qui prépare les séances de conseil. Et ce secrétariat général qui doit sélectionner avant la séance solennelle présidée par le président de la République. C'est une sélection qui est faite à partir de procédures inclusives, transparentes, avec des critères objectifs. Et quand ces magistrats-là sont choisis, la séance que préside le président de la République n'est qu'une séance solennelle où les avis qui sont rendus sont des avis dits conformes. Ce qui veut dire que le Conseil ne peut passer outre l'avis qui a été donné par l'instance qui a préparé le Conseil. Si on dit par exemple qu'on a nommé le premier président de la Cour d'appel de Dakar et qu'il n'y ait pas eu de protestation parmi les autres candidats, le Conseil ne peut pas rendre une décision contraire. Ce n'est pas un avis simple. Pour le parquet, c'est un avis simple. Et le Conseil peut revenir sur l'avis. Mais pour les magistrats du siège, c'est un avis conforme. Et le fonctionnement du Conseil dans cette transparence-là existe en France depuis plus d'une trentaine d'années. Je pense qu'il faudra essayer, au-delà de la question de la présence du président de la République, essayer de voir des procédures inclusives qui permettent d'avoir des critères objectifs, critères par rapport à la compétence, critères par rapport à l'ancienneté, critères par rapport à la production. Le professeur a parlé tout à l'heure d'un magistrat qui est docteur en droit, doit avoir un bonus par rapport à ses recherches. Un magistrat qui a produit des ouvrages de doctrine doit avoir un bonus par rapport à cela. Voilà des critères qui peuvent départager les magistrats et malheureusement ces critères-là ne sont pas encore pris en charge. Donc au-delà de cette présence du président de la République qui est pour moi anecdotique parce qu'en fait, comme l'a dit Madame Dr Zainab, en 2000, il faut le souligner, j'étais là en 2010, le garde des Sceaux avait laissé la préparation du Conseil au premier président de la Cour suprême, mais il y a eu plus de problèmes. Ça, quand même, je dois le souligner, il y a eu plus de problèmes que si les magistrats sont là. Je pense que si la société civile est là, elle veille. Si les universitaires sont là, ils veillent. Si les magistrats, les membres élus sont là, ils veillent. S'il y a une procédure inclusive avec des critères objectifs, le président de l'exécutif ne pourra rien faire. L'immixtion de l'exécutif sera atténuée et le Conseil supérieur de la magistrature pourra jouer son rôle de garant du pouvoir judiciaire et cela va renforcer l'indépendance et l'impartialité des magistrats au service des justiciables. Merci beaucoup, Maître. Mais vous semblez aussi prôner l'élargissement, s'élargir De venir à la question proprement dite, est-ce que je suis favorable ou non à la présence
du président. C'est une question sous-entendue. Oui, c'est ça. Voilà. J'aimerais dire, c'est vrai que il ne faudrait pas que cette question soit l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'elle n'est pas la seule. Tout à l'heure, mon cher ami Birahim Seck a parlé du budget du Conseil supérieur de la